Ah no, No. no perché ho dato tutto quello che ho potuto. Bienvenue sur votre chaîne Icônes en silence. Ici, nous ne nous contentons pas de raconter l'histoire, nous écoutons ce que les légendes murmurent une fois le rideau tombé. Paris, le 16 septembre 1977, il est midi passé, mais au 3e étage du 36 avenue Georges Mandel, les lourds rideaux de velours sont encore tirés, refusant obstinément de laisser entrer la lumière éclatante de l'automne parisien. Dans cet appartement vaste et silencieux, le temps semble s'être arrêté, l'air y est immobile, chargé d'une nostalgie pesante, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. C'est ici, dans cette forteresse de solitude, que vit celle que le monde entier a couronnée la Divina. Maria Callas. Mais la femme qui déambule lentement dans ces pièces remplies d'antiquités n'a plus rien de la déesse guerrière qui dominait la Scala de Milan. À 53 ans, Maria n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ses journées se ressemblent toutes, marquées par une routine d'une tristesse infinie qui contraste brutalement avec sa gloire passée. Elle se lève tard, souvent vers midi, traînant une fatigue qui n'est pas seulement physique mais celle d'une âme usée par trop de batailles. Ses repas sont frugaux, quelques bouchées de viande grillée qu'elle avale sans appétit, servie par Bruna, sa fidèle gouvernante, la seule gardienne de ses secrets. On raconte que parfois elle sort promener ses caniches, mais elle choisit des heures où les rues sont désertes, cachant son regard derrière de grandes lunettes noires, terrifiée à l'idée que quelqu'un puisse reconnaître dans ses traits affaissés le visage de la légende. Elle refuse les invitations, ne répond plus au téléphone et s'éloigne même de ses amis les plus chers. Son seul véritable compagnon est un tourne-disque. Des heures durant, elle s'assoit dans la pénombre et écoute ses propres enregistrements d'autrefois. Elle écoute cette voix puissante, cette voix qui n'existe plus, comme si elle appartenait à une autre personne, à un fantôme glorieux qui la hante sans relâche. Beaucoup ont dit qu'elle est morte d'une crise cardiaque, mais ceux qui la connaissaient intimement savent que la vérité est plus complexe, plus douloureuse. Maria Callas est morte de chagrin. Elle est morte parce qu'elle avait le cœur brisé, non pas une fois, mais 1000 fois. Et dans ses derniers instants de lucidité, alors que la douleur lui serre la poitrine, son esprit ne trouve pas la paix. Au lieu de cela, elle se lance dans un ultime inventaire de sa vie, un procès intérieur impitoyable. Dans ce silence assourdissant, 3 visages émergent de sa mémoire, 3 noms qu'elle n'a jamais prononcés publiquement avec haine, mais qui ont laissé sur son cœur des cicatrices indélébiles. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont les piliers de son existence. Il y a celle qui lui a donné la vie, mais a dévoré son innocence. Il y a celui qui a juré de la protéger, mais l'a enfermée dans une cage dorée. Et il y a celui qui, au nom de l'art, l'a humiliée devant le monde entier. Maria partira sans laisser de testament, mais elle emportera avec elle ce verdict secret. Il y a 3 personnes qu'elle ne pourra jamais pardonner. Qui sont-ils vraiment? Pour comprendre pourquoi une telle icône s'éteint dans une telle amertume, il ne suffit pas de regarder la diva sous les projecteurs, il faut oser regarder la petite fille blessée qui se cachait derrière, car avant d'être la Callas, elle était simplement Maria, une enfant qui cherchait désespérément à être aimée. Pour saisir la violence de la chute qui suivra, il faut d'abord oser lever les yeux et mesurer l'altitude vertigineuse du sommet que Maria Callas a conquis. Car la légende ne s'est pas construite en un jour, elle a été sculptée, ciselée dans la douleur et une discipline presque inhumaine. Au début des années 50, Maria n'est pas encore l'icône de mode que l'histoire retient. C'est une jeune femme complexée, pesant plus de 100 kilos, qui se cache derrière des vêtements amples et se sent indigne des héroïnes tragiques qu'elle incarne sur scène. Mais Maria possède une arme secrète, une volonté de fer qui ferait plier l'acier. Entre 1953 et 1954, le monde assiste, stupéfait, à l'une des métamorphoses les plus spectaculaires de l'histoire du spectacle. Animée par le désir brûlant de ressembler physiquement à la fragilité de ses personnages, elle perd près de 40 kilos en un temps record. La chenille devient papillon. Celle que l'on moquait pour son physique devient soudainement la femme la plus élégante du monde, rivalisant de grâce avec Audrey Hepburn, habillée par les plus grands couturiers. Cette transformation n'est pas de la vanité, c'est une exigence artistique totale. Désormais, quand elle chante la tuberculose de Violetta dans La Traviata ou le sacrifice de Norma, son corps tout entier raconte l'histoire et le public est hypnotisé.
Sa voix, elle aussi, est unique. Ce n'est pas la voix la plus douce, ni la plus parfaite techniquement, mais c'est une voix qui possède une âme, une voix qui semble contenir toutes les larmes du monde. Les critiques parlent d'un timbre qui dérange autant qu'il fascine, capable de passer de la noirceur la plus terrifiante à la douceur la plus céleste. Elle ne se contente pas de chanter des notes, elle déchire le cœur de ceux qui l'écoutent. Et c'est la France, cette terre passionnée, qui va lui offrir l'un de ses plus beaux triomphes. Revenons à cette nuit historique du 19 décembre 1958. Paris est en ébullition, l'Opéra Garnier brille de mille feux pour la grande nuit de l'opéra, un gala qui restera gravé dans les annales. Ce soir-là, c'est bien plus qu'un concert, c'est un couronnement. Dans la salle, l'élite de la nation est présente, le président René Coty, Jean Cocteau et même la jeune Brigitte Bardot. Lorsque Maria apparaît au balcon, drapée dans une étole de vison blanc, une clameur immense s'élève du boulevard. Elle est la reine de Paris. Chaque note qu'elle chante ce soir-là est un baume pour une France qui cherche à rêver. Elle est à l'apogée absolu de sa gloire, adorée comme une sainte laïque, intouchable, divine. Pourtant, sous les diamants et les flashs aveuglants des photographes, une fissure invisible commence déjà à se dessiner. Ce que le public ignore, c'est que cette perfection est un fardeau écrasant. Pour maintenir cette image surhumaine, Maria vit dans une tension permanente, terrorisée à l'idée de décevoir, terrorisée à l'idée de redevenir la petite fille invisible qu'elle était. La gloire est une drogue puissante, mais elle attire aussi les prédateurs. Alors que les applaudissements résonnent encore dans l'ombre des coulisses, le premier nom de sa liste noire se prépare à frapper. Et la trahison sera d'autant plus cruelle qu'elle viendra du sang de son sang. Le premier nom gravé au fer rouge dans la mémoire douloureuse de Maria n'est autre que celui d'Evangelia, sa propre mère. C'est ici, dans le berceau même de l'existence, que se trouve la racine du mal, une blessure primitive qui ne s'est jamais refermée. Loin de l'image d'Épinal de la mère protectrice et aimante, Evangelia a été le premier architecte de la souffrance de sa fille et sans doute le plus cruel, car on n'attend pas de coup de la part de celle qui vous a donné la vie. Pour comprendre cette rancœur tenace, il faut remonter à l'enfance de Maria. Dans l'intimité de leur foyer, la future diva n'était pas l'enfant chéri ni la princesse de la maison. Ce rôle était réservé à sa sœur aînée, Jackie, considérée comme plus belle, plus mince, plus charmante. Maria, elle, était le vilain petit canard, une enfant rondelette, très myope, maladroite et renfermée, qui grandissait avec la certitude dévastatrice qu'elle n'était pas aimée pour ce qu'elle était. Elle sentait le regard critique de sa mère peser sur elle, une déception silencieuse qui faisait plus mal que des gifles. Tout a changé le jour où Evangelia a découvert le don vocal exceptionnel de sa fille cadette. Mais au lieu de voir un talent fragile à protéger, elle a vu une opportunité, une mine d'or à exploiter pour satisfaire ses propres ambitions sociales frustrées. Dès lors, l'enfance de Maria a pris fin brutalement, fini les jeux, fini l'insouciance des cours de récréation. Sa mère lui a imposé une discipline quasi militaire, la forçant à chanter des heures durant, l'exhibant comme un animal savant pour subvenir aux besoins de la famille. Maria dira plus tard, avec une tristesse infinie qui vous glace le sang, qu'elle n'avait jamais eu de jouets, seulement des partitions et des exigences. On lui a volé le droit d'être une enfant pour la transformer en une petite adulte laborieuse, portant sur ses frêles épaules le poids financier de son foyer. Mais le plus impardonnable pour Maria, ce qui a scellé sa décision de ne jamais pardonner, ne fut pas seulement cette exploitation précoce, ce fut la trahison qui suivit la gloire. Des années plus tard, alors que Maria était devenue une star mondiale et espérait peut-être naïvement gagner enfin l'affection maternelle par sa réussite, elle ne reçut en retour que cupidité et froideur. Evangelia n'est pas revenue vers sa fille pour lui dire « je t'aime », mais pour lui présenter la facture. Les archives et les témoins racontent une guerre froide terrible. La mère n'a pas hésité à utiliser la célébrité de sa fille contre elle, vendant des histoires intimes, déformées et cruelles à la presse à scandale pour quelques billets. Elle a écrit un livre pour justifier ses actions et peindre sa fille comme une ingrate, tentant de détruire l'image que Maria avait mis tant d'années et de larmes à construire. C'est cette instrumentalisation, ce chantage affectif permanent où l'amour était conditionné par l'argent,
qui a poussé Maria à commettre l'acte le plus difficile pour une fille, rompre définitivement les liens. Elle a choisi l'orphelinat du cœur plutôt que de continuer à être la proie de sa propre mère. Pourtant, si la mère a volé l'innocence de l'enfant, le destin réservait à Maria une épreuve encore plus sournoise. Elle pensait trouver refuge et protection dans les bras d'un homme mûr, un chevalier servant, qui la sauverait de cette solitude affective. Elle ne se doutait pas qu'elle allait signer un nouveau pacte faustien, non plus avec sa famille, mais avec un homme qui allait tragiquement confondre l'amour avec la possession. Le deuxième nom qui figure sur cette liste secrète est celui de Giovanni Meneghini. Si la mère avait trahi le passé, cet homme a confisqué le présent de Maria. Lorsqu'elle rencontre cet industriel italien de près de 30 ans, son aîné, Maria est une jeune femme vulnérable qui cherche désespérément à fuir l'emprise toxique de sa famille. Elle croit voir en lui un sauveur, une figure paternelle rassurante, un homme mûr qui la protégerait des loups. Elle se jette dans ce mariage avec la foi aveugle d'une naufragée qui aperçoit enfin la terre ferme, persuadée qu'elle va enfin pouvoir poser ses valises et être aimée pour la femme qu'elle est et non pour la voix qu'elle possède. Mais la tragédie de cette union réside dans un malentendu cruel et fondamental. Alors que Maria cherchait un mari et un foyer, Meneghini, lui, a vu en elle l'investissement du siècle. Très vite, l'époux aimant s'est effacé pour laisser place à l'impresario redoutable. Il a pris le contrôle total de son existence, gérant sa carrière avec une froideur de comptable. Sous sa tutelle, Maria est devenue une machine à produire de la richesse. Il acceptait des contrats aux quatre coins du monde, enchaînant les représentations à un rythme infernal sans se soucier de l'épuisement physique et mental qui commençait à ronger cet instrument si fragile. Pour lui, le repos était une perte d'argent. La vie de Maria s'est transformée en une prison dorée dont Meneghini détenait les seules clés. Les détails de cette emprise sont glaçants. On raconte que la femme la plus célèbre de la planète ne possédait pas un sou en poche. Elle devait demander à son mari l'autorisation pour la moindre dépense personnelle, pour acheter une robe ou un simple café. Il contrôlait tout, de ses fréquentations à son apparence, l'exhibant lors des dîners mondains couvertes de bijoux, non pas pour la sublimer, mais pour montrer au monde la valeur de sa possession. Il avait fait d'elle un trophée vivant, une poupée de luxe qu'on remonte pour qu'elle chante et qu'on range dans sa boîte une fois le spectacle terminé. L'illusion de l'amour s'est définitivement brisée au moment de leur séparation. La fin de leur histoire a révélé la véritable nature de cet attachement. Lors du divorce, Meneghini ne s'est pas battu pour reconquérir le cœur de sa femme. Il ne s'est pas battu pour sauver leur amour. Il s'est battu avec une férocité inouïe pour conserver sa part du butin, pour garder le contrôle sur la fortune que Maria avait amassée à la sueur de son front et au prix de sa santé. Maria s'est sentie humiliée, réduite à l'état de marchandise. Elle a compris trop tard qu'elle avait échangé la tyrannie de sa mère contre la cupidité de son mari. Pourtant, malgré cette double trahison familiale et conjugale, il restait à Maria un dernier sanctuaire, un dernier endroit où elle se sentait reine, puissante et intouchable. La scène, c'était son royaume, le seul lieu où elle dictait sa loi, mais c'était sans compter sur la cruauté impitoyable du monde du spectacle et sur un homme de pouvoir qui l'attendait dans l'ombre pour lui porter le coup de grâce professionnel. Le troisième et dernier nom qui hante les nuits solitaires de Maria Callas n'est pas celui d'un amant, mais celui d'un homme qui incarnait à lui seul la froideur impitoyable de l'industrie du spectacle, Rudolph Bing, le tout-puissant directeur du Metropolitan Opera de New York. Si sa mère avait blessé l'enfant et son mari, la femme, Rudolph Bing, lui, a tenté de briser l'artiste. Il est le visage de ce système qui n'accepte le génie que lorsqu'il est docile, rentable et soumis. L'année 1958 restera gravée comme l'année noire, le début de la fin. Pour comprendre la violence du coup porté par Bing, il faut se rappeler que Maria était déjà à genoux. Quelques mois plus tôt, à Rome, malade et aphone, elle avait dû interrompre une représentation devant le président italien. Le public, impitoyable, l'avait sifflée, la traitant de capriceuse et de traîtresse, ignorant qu'elle souffrait physiquement. À ce moment précis, Maria était une bête blessée, vulnérable, cherchant désespérément un soutien de la part de sa famille artistique.
C'est là que Rudolf Bing est entré en scène, non pas avec une main tendue, mais avec un poignard. Au lieu de comprendre que sa star était épuisée, il lui a imposé un ultimatum brutal concernant le choix de ses rôles pour la saison suivante, exigeant qu'elle chante des répertoires qui ne convenaient plus à sa voix fragilisée. Maria a refusé, non par arrogance, mais par intégrité artistique pour protéger ce qui lui restait de son instrument. La réponse de Bing fut d'une violence inouïe. Il ne l'a pas convoqué dans son bureau pour discuter. Il lui a envoyé un télégramme glacial rendu public à la presse du monde entier avant même qu'elle ne puisse le lire, annonçant son licenciement immédiat du Met. L'humiliation fut totale. Il l'a qualifiée publiquement de tigresse capricieuse, réduisant ses exigences artistiques légitimes à de simples colères de diva gâtée. Il a terni sa réputation professionnelle à jamais, envoyant un message dévastateur au monde. Même la plus grande voix du siècle n'est qu'une employée remplaçable, un produit que l'on jette dès qu'il cesse d'être performant. Dans le silence de son appartement parisien, des années plus tard, la blessure est toujours vive. Ce que Maria ne pardonne pas à cet homme, et à travers lui à toute l'industrie, ce n'est pas le licenciement en soi, c'est l'ingratitude. Elle qui avait chanté malade, elle qui avait tout sacrifié, sa santé et sa vie privée, pour la gloire des théâtres, s'est vue traitée comme une domestique renvoyée pour faute grave. C'est dans ces moments de lucidité, face à son propre reflet dans le miroir, que Maria brise enfin le silence intérieur. Elle réalise que sa chute n'était pas seulement due au destin, mais à la cruauté de ceux qui l'ont entourée. Elle comprend qu'elle a passé sa vie à essayer de satisfaire les exigences impossibles de sa mère, de son mari et de ses directeurs, en oubliant la seule personne qui comptait vraiment, elle-même. Mais maintenant que le rideau est tombé et que la salle est vide, il reste une dernière question, la plus importante de toutes, celle qui résonne comme un avertissement pour nous tous. L'histoire de Maria Callas dépasse de loin le simple cadre d'une biographie de star ou d'une tragédie grecque moderne. Elle est un miroir tendu vers nous et vers une industrie du spectacle qui, trop souvent, broie ceux qu'elle prétend adorer. Au terme de ce voyage, une vérité douloureuse éclate. Maria Callas a passé sa vie à offrir sa voix au monde, à déchirer son âme sur scène pour notre plaisir. Mais le monde, en retour, a oublié d'écouter son cœur. Elle a cherché l'amour absolu, celui d'une mère, d'un époux, d'un public, mais elle n'a reçu qu'une admiration distante pour son talent et une curiosité malsaine pour ses malheurs. Son destin nous pose des questions qui résonnent encore aujourd'hui avec une force brutale. Combien d'autres artistes, combien d'autres enfants prodiges sont sacrifiés chaque jour sur l'autel de notre divertissement? Sommes-nous prêts à voir l'humain fragile qui tremble derrière le masque de l'icône, ou préférons-nous le confort de l'illusion? Si l'industrie l'avait traité comme une personne et non comme un produit, si sa famille l'avait aimé pour ses faiblesses et non pour sa force, peut-être que la fin de l'histoire aurait été différente. Maria Callas voulait simplement être une femme heureuse, une femme aimée, mais le destin et la cruauté des hommes l'ont condamnée à être une légende immortelle et solitaire. Aujourd'hui, quand vous écouterez à nouveau sa voix s'élever dans un enregistrement grésillant, quand vous entendrez les notes déchirantes de la Tosca ou de Norma, ne l'écoutez pas seulement comme une performance technique parfaite. Écoutez la plainte d'une âme qui a transformé ses cicatrices en diamants, sa véritable vengeance contre ceux qu'elle n'a pas pardonnés, contre sa mère, son mari et ceux qui l'ont rejetée, n'est pas la haine mais la mémoire. Ils ont essayé de la briser, de la contrôler et de la faire taire, mais ils ont échoué, car 50 ans après sa mort, leur nom s'efface dans l'oubli alors que sa voix, elle, continue de régner. Maria Callas s'est éteinte seule dans le silence de son appartement parisien, mais elle nous laisse une leçon éternelle. La gloire ne remplace pas l'amour et les applaudissements ne réchauffent pas une maison vide. Elle n'a pas besoin de notre pitié, elle mérite notre compréhension et notre respect infini. Adieu la Divina. Merci d'avoir payé le prix fort pour que ta voix continue de nous bouleverser, prouvant qu'à la fin, l'art est la seule chose qui survit aux trahisons. C'était l'histoire de Maria Callas sur votre chaîne Icônes un silence. Si ce récit vous a touché, si vous pensez que ces histoires méritent d'être racontées avec dignité, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Ensemble, continuons de faire vivre la mémoire de ceux que l'histoire a tenté de réduire au silence. À bientôt pour une nouvelle légende.